Salut à tous, c'est Karine. J'accueille aujourd'hui un nouvel invité très stylé, Léo. Salut Léo. Salut, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast. Écoute, avec plaisir, parce que tu as quand même un parcours assez atypique. Léo Nardecchia, C'est ça. C'est d'origine italien, italienne. pas corse. Ouais, non, mais j'ai bien compris. 30 ans. Moi, je peux pas te résumer à CGP parce qu'en vrai, t'es pas CGP, t'es sportif, t'es investisseur, t'es écrivain, t'es marchand de biens, Et directeur financier aussi. t'es schizo, quoi. Ouais, je fais plein de trucs. Ouais, voilà. Alors, je disais que tu avais un parcours assez atypique. On va pas revenir forcément sur des trucs qui font pas plaisir, mais j'ai envie de te dire, tu n'as pas le parcours lambda du mec CGP qui a fait des études pour devenir A. Mais ce qui m'a touchée dans ton histoire, c'est que, bon, je sais pas si tu connais aussi la mienne, c'est que rien n'est laissé au hasard. Et j'ai le sentiment que tu as eu besoin de rechercher du sens. Euh, Parce que voilà, tu as un enfant qui a été adopté. Mhm. Hein. Raconte-moi un petit peu justement par une classe moyenne, tu m'as bien spécifié ça, chez qui l'argent restait un sujet central. Donc ça, c'est vraiment tes contacts avec tes tout premiers contacts avec les notions d'investissement ou d'éducation financière. Tu avais quel âge les premières fois où tu as pris conscience que c'était important d'avoir de l'argent? Je dirais que j'ai toujours voulu, moi, avoir de l'argent, notamment parce que je pense que j'ai été adopté parce que mes parents de sang n'avaient pas d'argent. Tes parents étaient de quelle origine à la base? Je suis vietnamien, Ouais, donc j'ai été adopté très jeune en France ouais, par des parents français, ouais. mais je viens du Vietnam. Et la raison principale pour laquelle les parents vietnamiens mettent à l'orphelinat leurs enfants ou abandonnent leurs enfants, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant. Donc pour moi, ça a toujours été une espèce de quête centrale, d'une certaine façon. Ok. Euh, Est-ce que, question vraiment subsidiaire, t'as vu un jour tes parents ou jamais? Non, jamais. Jamais, t'as pas eu cette envie-là? J'ai pas eu cette envie-là, ou j'ai plutôt, j'ai pas ce besoin. C'est-à-dire que je pense que pour être bien avec soi-même, c'est vraiment une recherche intérieure Hmm. et pas une quête extérieure. Et retrouver ses parents, c'est pour moi une quête un peu extérieure, d'autant que on trompe pas forcément sur ce qu'on aimerait trouver. Hmm. Et j'ai des amis à moi qui ont Qui ont trouvé été leurs déçus. parents et qui Enfin, ont en tout été plus que cas, déçus. ça a cassé le rêve, quoi. Bah, c'est ça, notamment Ouais. parce qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent demander de l'argent après aux enfants. Ah. Et toi, tu es là, tu as envie de retrouver tes parents et tu te retrouves à ce que tes parents de sang te demandent de l'argent parce que ils pensent que tu as beaucoup d'argent parce que tu es français. Ce qui n'est pas forcément le cas. Mais il y a un espèce de mythe dans les pays où il y a moins d'argent que les gens en France ont tous beaucoup d'argent. Et je l'ai vu à plusieurs reprises, des amis à moi dont les parents ont demandé des sommes d'argent. Donc moi, je me suis dit, pas Ok. forcément envie de vivre ça. Ouais, donc Et tu je l'as suis pas bien fait avec par moi-même. peur, Donc quoi. Ouais, voilà, bien sûr. exactement. Ok, donc argent, sujet central, en tout cas dans le fait de vouloir avoir de l'argent, mais comment avoir de l'argent? Ça, c'était une C'est une autre excellente histoire. question. Là. Donc, que font tes parents d'ailleurs? Ils bossaient dans quoi? Est-ce qu'ils bossent toujours? Oui, ma mère est institutrice Ouais. et mon père est dentiste, mais n'a jamais réussi à gagner beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que ça a toujours été un sujet dans ma famille. Et en même temps, mes parents n'ont pas d'éducation financière, n'ont pas investi, n'ont jamais investi. Et donc, moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à entrer dans la vie active, ok, comment faire pour gagner de l'argent, pour gagner de l'argent et pour avoir plus d'argent. Et j'ai vite compris que l'investissement et la gestion financière, donc c'est sa gestion personnelle, c'est-à-dire, par exemple, quand on gagne un salaire de 3 000 euros, si on dépense 3 000 euros, il reste zéro. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas placer son argent. Mm. Donc j'ai très vite compris que quand on avait un salaire de X, il fallait dépenser moins pour placer son argent, pour que cet argent travaille pour nous, pour qu'on puisse ensuite éventuellement un jour arrêter de travailler ou avoir une meilleure situation ou une meilleure vie. Ok. Alors, tu t'es pas mal cherché hein, avec une adolescence compliquée. Un peu. Un peu. Euh, Avec du recul, tu le vois comment le gamin de 16 ans? Qui déconne, qui vend de la drogue, qui fait du trafic Je vois simplement un gamin qui était perdu, qui se cherchait, qui savait pas comment faire pour se chercher et qui aussi était isolé et seul. Hmm. C'est-à-dire que mes parents ont eu beaucoup de mal à m'accompagner pour les problèmes liés à l'adoption, c'est-à-dire les problèmes de racisme, les problèmes liés à mon histoire, les problèmes liés au déracinement. Je leur en veux pas du tout aujourd'hui, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, ça a été compliqué pour moi. Et donc je me suis cherché de différentes façons, en faisant beaucoup d'erreurs aussi, mais ça a été aussi une façon de se construire. Et aujourd'hui,
Je pense que sans ce parcours, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, Est-ce que l'argent était encore une fois central dans tes conneries? Est-ce que avoir de l'argent, c'est pouvoir. Je vois que tu as un style bien à toi et moi j'apprécie parce que je pense que c'est ce qui manque cruellement à cette profession, avoir un style, avoir une identité très forte. Ça passe par une identité visuelle, hein. Ou pas du tout? Est-ce que c'était pas forcément le moteur quand tu étais jeune? C'est venu après? ouais, c'était pas forcément le moteur principal. À la sortie du lycée, je me suis toujours dit, ok, je veux quand même gagner de l'argent. Mais à l'époque où je faisais mes bêtises, c'était pas forcément le cas. Ok. Pour le coup, ouais. C'était plus une reconnaissance sociale ou une façon un petit peu de te trouver ou de. Ouais, et puis de me protéger aussi. Me Ouais. protéger de l'extérieur. Ok. Donc tu parles de la sortie du bac. Qu'est-ce que tu as fait après les diplômes? Tu as été vers de la compta C'est parce que ça. tu aimais bien les chiffres. C'est ça. Donc en fait, Atypique, hein, comme comme non choix. mais tu vois, c'est drôle parce que tu étais peut-être un élève compliqué, enfin en tout cas un ado rebelle, mais tu n'étais pas un cancre. Non, 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 Voilà. non. Je n'étais pas un cancre. Je me suis quand même fait virer de mon lycée. Mais Et pourquoi? bah, pour trafic de drogue, du coup. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc rien à voir avec tes résultats, quoi. Non, rien à voir avec les Ouais. résultats. J'ai quand même fait un bac S. Et après le bac, il fallait quand même choisir son orientation. Je ne savais pas du tout quoi faire. Donc je me suis dit, ok, je vais m'orienter dans les chiffres et dans la comptabilité. Ce qui est fou, c'est que tu parles de ça de façon totalement décomplexée. Et les clients aujourd'hui, j'imagine que tu leur racontes pas ton passé. Enfin, on va aller sur aujourd'hui et la nature des clients, parce que généralement, on a les clients qui nous ressemblent. Donc, ça m'intéresse aussi de savoir quels sont tes clients. Mais bon, vas-y, je t'ai coupé, continue. Non, non, je leur en parle pas forcément. Après, c'est-à-dire que c'était une partie de mon histoire. Aujourd'hui, je suis tellement différent Ouais, que j'imagine. pour les gens, c'est... Ouais, mais tu as eu besoin de me le dire. Tu vois? Oui, parce que tu m'as demandé une biographie, Ouais. donc je me suis Non, dit, mais ok, je trouve je ça vais t'en vachement parler quand courageux, même. en fait. Tu vois, je trouve ça vachement courageux de savoir par quoi on est passé, qui on vient, parce que quelque part, c'est peut-être aussi ce qui t'a formé. Donc, je trouve ça chouette. Évidemment, tu as 30 ans, donc depuis, tu as roulé ta bosse, hein. Ça va. Donc, tu es bon en maths, tu passes un bac S, ensuite, tu fais un DCG et un DSCG. J'étais pas si bon en maths, hein, pour Ah, le coup. t'étais pas si bon en maths. Non, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois, les gens pensent que quand on fait de la comptabilité, c'est qu'on est très fort en maths. Bah, t'aimes bien les chiffres. Je me dis, moi, je déteste les chiffres, j'étais nulle en maths, Ah. tu vois. J'étais pas mauvais avec les chiffres, j'étais pas mauvais en maths, mais c'était pas forcément là où j'étais le meilleur non plus. C'est juste que c'est marrant, en fait, la comptabilité, c'est plus de la logique que des mathématiques pures. Donc en fin de compte, j'ai pas eu tant besoin des maths que ça dans mon parcours, j'avais besoin d'être logique, mais voilà, ça s'arrêtait là. Ok. Tu as fait tes premiers pas dans un cabinet d'expertise. Aujourd'hui, dans ton métier, marchand de biens, dans ton métier aussi de conseiller, voilà, tu conseilles des gens en investissement. Qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce que tu penses que c'est déjà une bonne première marche? Je pense que c'est une première marche intéressante. De là à dire qu'elle est nécessaire, pas du tout. Du moins pas pour conseiller des gens. Ça m'a appris les bases de la comptabilité, ça m'a appris à comment gérer un dossier, ça m'a aussi familiarisé avec l'argent, le fait de faire de l'argent. Je comprends évidemment un bilan, un compte de résultats. Donc moi, quand je parle à des entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile parce que quand les entrepreneurs sont accompagnés par un CGP qui a jamais géré d'argent, monté une boîte ou autre, ils ont toujours un peu plus de mal à s'identifier. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plus simple. Après, est-ce que c'est une condition nécessaire ou très importante pour devenir CGP ou pour accompagner les gens dans l'investissement locatif? Je pense pas. Mais pour moi, c'est un plus qui me convient très bien. Ok. Alors, la suite, c'est que tu emménages à Paris. Bon, tu as une petite traversée du désert, enfin une petite expérience à l'hôpital HP International. Et tu as cette première expérience en tant que jeune travailleur. Tu dois te loger et en fait, tu te rends compte que un SMIC, ça suffit pas. C'est une première prise de conscience qui, je le sens, t'a marqué, en fait. Oui, oui, oui. J'étais pas au SMIC à l'époque, mais c'est vrai que j'avais eu du mal à me loger. 280 € par mois, tu Ouais, me c'est parles ça, de chiffres, à peu près. justement. Voilà. C'est ça, j'ai gagné ça. Et c'est vrai qu'il fallait se loger. C'était quand même compliqué. Mes parents à l'époque pouvaient pas se porter caution. J'étais en période d'essai. Et donc, j'ai été dans un foyer de jeunes travailleurs. C'est vrai que ça m'a un peu marqué parce que ça m'a confronté à d'autres choses. J'ai vu différentes personnes, j'ai côtoyé voilà, des personnes qui venaient aussi de pays étrangers qui étaient dans ce foyer. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, moi, j'ai pas forcément envie de cette vie, j'ai envie d'avoir une bonne situation, quoi. D'avoir de l'argent pour bien vivre. Et c'est là où je me suis dit, ok, bah, comment faire pour commencer
à investir son argent. Et c'est là où j'ai commencé à me tourner vers l'immobilier, à me poser toutes ces questions. Comment tu t'es documenté? Comment tu t'es acculturé? Alors, au Qui tu départ, as suivi? Qu'est-ce que tu as lu? Je sais qu'il y a un livre qui t'a beaucoup marqué, on va en parler après. ouais. Qu'est-ce que tu as regardé comme film? Enfin, je sais pas. Parce que c'est pas si loin, hein. T'avais quoi? T'avais 20 ans, c'était il y a 10 ans, quoi. Alors, déjà, il faut savoir qu'en cabinet d'expertise comptable, j'ai vu beaucoup de gens avoir des SCI et donc des biens immobiliers. Donc, je me suis toujours questionné, ok, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi les gens font des SCI, font un prêt immobilier pour ensuite le mettre en location et gagner de l'argent? Donc, ça m'a toujours questionné. Je comprenais pas forcément bien les principes à l'époque. Et c'est vrai que j'ai commencé comme ça. Après, je suis tombé sur le livre Père riche, Père pauvre. Alors, c'est pas forcément là où on aura des conseils financiers, mais c'est vrai que ça m'a un peu débloqué d'une certaine façon et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je dois utiliser l'argent des autres, l'argent de la banque pour moi me construire un patrimoine. Parce qu'en fin de compte, en France, quasiment la seule façon d'investir avec l'effet de levier, c'est l'immobilier. On peut évidemment faire des crédits lombards, etc., autres, si on a des actifs, mais si on part de zéro, l'immobilier est quasiment l'une des seules façons d'utiliser la banque, donc d'utiliser de l'argent qui n'est pas le nôtre pour se créer de l'argent. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, ok, j'ai commencé comme ça. Après, je suis allé dans des groupes d'investisseurs que j'ai trouvé sur Facebook ou autres, qui m'ont ensuite donné deux, trois petits conseils, deux, trois petits tips, et je me suis lancé comme ça. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Daniel Vu, qui est l'auteur du best-seller sur la fiscalité immobilière, avec qui je suis encore associé aujourd'hui. On écrit des livres ensemble, et là, on a sorti une plateforme de formation sur les finances personnelles. Et je l'ai rencontré comme ça, dans un groupe. Voilà. Donc, tu multiplies tes sources pour te cultiver. Tu commences à créer une sorte d'écosystème, ou en tout cas à faire partie d'une communauté, en tout cas. Tu as une vingtaine d'années. Est-ce que 23, ouais. 23, est-ce que tu te souviens de ton premier investissement? Parce que le delta entre tes moyens et ce que tu as réussi à obtenir comme crédit est hallucinant. Quand j'ai lu ce que tu m'as envoyé, j'ai même senti encore de la surprise. C'est touchant. Merci, merci. Ben oui, je me rappelle du premier. D'ailleurs, c'est un petit appartement dans lequel je vis aujourd'hui à Saint-Maur. Et j'ai fait exprès de rester dans cet appartement parce que du coup, j'ai une mensualité de crédit assez faible. Ce qui fait que mon taux d'endettement n'est pas trop impacté. Et donc, j'ai pu lever pas mal d'argent. Alors oui, j'ai commencé assez vite, c'est-à-dire que j'avais zéro et j'ai à peu près levé 1 million d'euros. Donc j'ai dû mettre beaucoup d'apports que j'avais pas, donc j'ai dû emprunter de l'argent à des amis, etc. Ça, c'était un peu mon erreur, hein. Je l'avais pas forcément anticipé tout ça, Ah c'est-à-dire ouais. qu'on était en sortie de Covid. Avant le Covid, il y avait des emprunts, ce qu'on appelle à 110%, c'est-à-dire où la banque prêtait l'intégralité du projet, donc le bien, les frais annexes, donc les frais d'agence, les frais de garantie et les frais de notaire. Aujourd'hui, ou du moins moi, aujourd'hui ça se fait plus, et à la sortie de Covid ça se faisait plus non plus, mais on savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Mm, mm. Donc moi je pensais que j'arriverais à avoir un ou deux prêts à 110%, ce qui n'a pas été le cas. Donc comme j'ai fait plusieurs projets en simultané pour pouvoir lever facilement, enfin pour pouvoir lever plus de dettes, parce qu'en fin de compte, si j'allais voir une seule banque, je pouvais emprunter à peu près 200-250 000 euros par projet, ce qui est en fin de compte assez peu si on veut aller vite. Et donc j'ai été contraint, enfin du moins, j'ai pas été contraint, si j'ai vu que j'ai voulu aller vite, j'ai fait plusieurs compromis de vente en même temps, je suis allé voir plusieurs banques en même temps, et donc j'ai levé de l'argent comme ça. Mais j'ai eu un problème sur l'apport parce que moi je l'avais pas. Et c'est là où j'ai dû emprunter l'argent des amis à moi. Ça t'a donné l'envie de continuer, ça t'a donné l'envie de... Enfin, à la base, tu es investisseur, Mhm. et là, aujourd'hui, tu conseilles. Comment tu as Mhm. switché de l'un à l'autre? Et ben, en passant par toutes ces étapes un peu complexes, notamment sur le financement, notamment sur la gestion, sur les travaux, etc., il s'est rendu compte que j'ai développé beaucoup de compétences. Et aussi des compétences fiscales. Donc aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs avec toute l'expérience que j'ai engrangée. Aujourd'hui, j'ai une trentaine d'appartements, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Pour moi, c'est assez naturel. Et j'ai accompagné, je sais pas, entre 50 et 100 investisseurs quand même. Alors Plutôt justement, 100 d'ailleurs. ces investisseurs, c'est quoi leur profil? Comment est-ce que est-ce que tu prospectes? Est-ce que c'est eux qui viennent parce que c'est des amis d'eux? Enfin, tu vois, ton cercle d'amis proches. Comment est-ce que tu as développé ça en 10 ans? Est-ce que tu communiques sur les réseaux? Tu fais partie de cette génération, en quelque sorte, hein, de nouveaux conseillers en gestion de patrimoine. Bon, toi, tu t'es plutôt focalisé sur l'IMO. Est-ce que tu fais d'autres choses d'ailleurs que l'IMO?
Oui, oui, moi je suis directeur financier quand même, donc j'accompagne encore des boîtes sur leur structuration, etc. Mais je le fais de moins en moins. Je suis majoritairement quand même sur l'immobilier. Et comme je suis marchand de biens, alors j'ai pas moi un besoin très important d'avoir des clients, contrairement, je pense, à des CGP classiques qui font l'intégralité de leur activité sur le fait d'avoir des clients. Moi, comme je suis marchand, c'est-à-dire que j'achète et je revends des immeubles, notamment à la découpe, en faisant des travaux ou autres, en réglant des problèmes, je caricature un petit peu, Mhm. j'ai pas forcément besoin d'avoir des clients. J'en ai en plus que j'accompagne, c'est toujours bien pour moi, mais c'est pas ma source principale de revenus. Je dirais que c'est peut-être un tiers de mes revenus qui sont liés, ou peut-être un peu moins, même 20% de mes revenus qui sont liés au fait d'accompagner des gens sur l'investissement locatif et autres. Et donc, comment est-ce que je les trouve? Alors oui, je communique un petit peu sur LinkedIn, par exemple. Je suis aussi je fais beaucoup de bouche à oreille. Les gens ont entendu parler de moi, savent que j'investis, et donc ils me posent des questions. Et puis de fil en aiguille, je peux accompagner des gens comme ça. Toi, t'as pas besoin de trouver des clients, mais du coup, tes clients, toi, c'est qui? Mes clients à moi, bah, c'est surtout du bouche à oreille. Ou des gens qui m'ont vu sur LinkedIn et qui étaient intéressés par mon contenu et qui Non, m'ont non, mais je veux contacté. dire, tu dis que c'est pas ça qui constitue tes premiers revenus, enfin ta Hmm. première ressource. Donc tes clients, c'est qui en Ah, fait? donc j'ai une partie qui est liée à de la direction financière. Ouais. Donc c'est-à-dire des clients que j'accompagne les sociétés dans tout ce qui est gestion financière, donc contrôle de gestion, finance, RH, juridique, assurance, etc. Ça, c'est une partie de mes revenus. Mhm. J'ai une autre partie de mes revenus qui est donc tirée de l'activité de marchand de biens. Mhm. Donc là, je vais revendre à n'importe quelle personne. Par exemple, je vais découper un immeuble, je vais revendre 5 lots à 5 personnes différentes. Et là, tu passes aussi par des CGP, j'imagine, qui ont des clients qui cherchent des biens. Bah, pas Pas forcément. forcément. J'aimerais bien d'ailleurs. C'est pour Mm. ça, s'il y a des CGP qui veulent me Ouais. contacter pour ça, avec grand plaisir. Mais sinon, simplement, En je mets direct. une annonce en direct et voilà. Mais ça peut être les deux. Il y a des gens qui m'apportent des leads aussi comme ça. Mais voilà, j'ai pas forcément uniquement un besoin d'avoir des clients. J'ai différentes Je sources comprends, de je revenus. comprends. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le marché de l'IMO? Parce que ça fait 10 ans à peu près que tu évolues dessus. Tu as dû passer par 5 années fastes et 4 dernières années beaucoup plus compliquées, et une année là, très attentiste. Qu'est-ce que tu as constaté par rapport aux habitudes, par rapport aux demandes, par rapport au marché? C'est quoi vraiment ton œil un peu averti là en tant que marchand de biens IMO? Est-ce qu'il y a des régions plutôt qui ont tenu le choc? Voilà. Bah, c'est vrai que déjà, on est passé de à peu près 1,1 million de transactions en 2022. En 2023, on était à 850 000. Et en 2024, on était à 750 000 à peu près. Aujourd'hui, ça remonte un peu, donc le marché immobilier se relance. Mais en même temps, il y Qu'est-ce a... qui se relance? Est-ce que c'est la construction avec les promoteurs ou est-ce que c'est juste la vente elle-même Ouais, c'est plutôt des la vente biens qui elle-même. restaient en fait sur le marché? C'est plutôt la vente elle-même ou des gens qui veulent vendre, etc. et racheter. Les promoteurs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fin de compte, ils ont subi le fait qu'il y ait moins de transactions et donc il y a pas mal de promoteurs qui font faillite, Ouais. qui ont fait faillite. Ou des projets qui sont à l'arrêt? Voilà, ou des projets qui sont à l'arrêt. Donc c'est assez compliqué, mais en même temps, l'État n'accompagne pas vraiment l'immobilier en ce moment. Il y a toujours des nouvelles normes, les normes du neuf, même pour la construction, hein, mais même pour les immeubles anciens. Réhabilitation. Donc, voilà, réhabilitation, tout ce qui est DPE, etc. Ce qui rend le marché un peu plus compliqué, donc les investisseurs sont un peu attentistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément envie d'investir maintenant parce qu'ils disent aussi, OK, avec la conjoncture économique actuelle, est-ce que je vais investir en immobilier tout de suite? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende Voilà. encore 2 ans C'est ça. Pourtant, on est revenu à des taux à peu près normaux, enfin en tout cas pas délirants. Oui. Ça devrait un petit peu relancer le marché, non? Bah là, le marché s'est un petit peu relancé comparé à 2023-2024, mais je dirais qu'on est sur un marché classique. C'est-à-dire que le marché de 2022, c'était pas un marché normal. Bien sûr, Il y c'était avait beaucoup trop de transactions. Ouais. D'ailleurs, on l'a vu parce qu'il y a eu beaucoup d'agents immobiliers qui sont apparus, beaucoup de courtiers qui sont apparus alors qu'ils n'avaient pas forcément les compétences ni l'expérience pour. Ces gens-là ont arrêté de travailler d'ailleurs en 2023-2024, hein. Mais il y a eu beaucoup de choses du genre. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, le marché se relance, mais on est juste sur un marché normal. Au niveau des régions, qu'est-ce que tu constates? Est-ce qu'il y a une vraie dichotomie? Est-ce que ça reprend partout pareil? Ouais, je dirais que ça reprend quand même un peu partout. Ça reprend un peu partout. Donc c'est national, c'est une tendance nationale. Ouais, je vois tendance à dire que c'est une tendance nationale. Ok. Après, t'allais dire quoi?
J'allais dire que oui, après, ça dépend où. Par exemple, au niveau de l'investissement, les gens n'investissent plus forcément aux mêmes endroits. C'est-à-dire que l'investissement locatif dans les petites zones, j'aurais tendance à dire que c'est devenu un peu plus risqué. Les gens font un peu plus attention, notamment à cause des travaux, parce qu'il faut que les biens soient en bon état. Et le coût des travaux dans les petites zones font que l'achat par rapport au prix au mètre carré, bah, c'est pas hyper intéressant. C'est-à-dire que quand ton prix moyen au mètre carré dans ta ville, c'est 1 000 € du mètre carré, bah, t'as pas forcément envie d'aller mettre 800 € du mètre carré pour rénover le bien. Parce que derrière, si toi tu l'as acheté à 500 € du mètre carré, par exemple, ton prix de revient final, ça te revient à 1 300 € du mètre carré, donc en dessous de la valeur du marché. Donc les petites zones, les gens investissent peut-être un peu moins, ou alors sur des produits sans forcément faire de travaux. Et là, en même temps, comme on est bloqué avec le DPE, il faut il faut quand même que les DPE soient bons pour pouvoir les louer, etc. Ben, ces zones-là, je pense qu'elles sont devenues moins intéressantes. Après, il y a des villes comme Paris où là... Il y a toujours une activité. Voilà, il y a toujours une activité, mais le prix au mètre carré est tellement élevé qui fait que, à part des investisseurs qui ont vraiment beaucoup d'argent, la jeune génération, par exemple la mienne, entre 25 et 40, ne peut pas investir. Ne peut pas avoir d'accès. Ouais. Exactement, parce qu'à Paris, on est sur une moyenne à peu près, genre, je sais pas, 2%. Là où, par exemple, au Havre, on est sur 6 ou 7. Pareil pour Marseille. Donc forcément, bah, quand on n'a pas beaucoup d'argent et que donc le cash flow, c'est-à-dire l'argent qu'on gagne ou qu'on sort tous les mois par rapport à un investissement locatif, est fortement élevé, donc sur ce qui est le cas notamment sur des villes comme Paris, Lyon, et bah, on n'a pas forcément envie d'investir là. Donc nous, on va plutôt chercher des villes où le prix au mètre carré est plus faible quand on est investisseur, quand on est un jeune investisseur. Donc par exemple des villes comme Le Havre, comme Le Mans, comme Marseille. Est-ce que tu es d'accord de dire qu'un primo-accédant ne peut jamais devenir propriétaire ? Ah non, pas du tout. Non. Après, ça dépend ce qu'il cherche à faire. Et ça dépend aussi de ses revenus. Un primo-accédant, il peut... Même quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois peut quand même acheter un appartement. Après, c'est sûr que s'il veut acheter un bel appartement au Haussmannien à Paris, bah, il va avoir des problèmes. Évidemment. Mais il peut simplement aller un petit peu plus loin, dans le 94 à Saint-Maur, par exemple. À Saint-Maur, tu rigoles, c'est hyper cher. Enfin, ça dépend. Si on va dans le quartier d'Adanville ou... voilà. 4 et 6, 7 000 € du mètre. Oui. Ou même, voilà, un peu sur le RER B ou sur la RER A, ils peuvent quand même acheter quelque chose. Alors oui, là, on dit que les gens ne peuvent plus se loger, c'est plus, ils peuvent plus se loger comme ils auraient envie d'être logés. C'est-à-dire moins de surface, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'en effet, comparé à... Plus de compromis. Voilà, plus de compromis. Comparé à nos parents, par exemple, qui ont pu acheter des beaux logements avec des salaires normaux, on va dire. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus forcément le cas. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat sur l'immobilier a fortement baissé pour les jeunes générations. Et c'est en effet un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter. Quelqu'un qui gagne 2 000 € peut forcément acheter un appartement. Après, la question, c'est est-ce que l'appartement lui convient ? Et c'est un autre sujet. Et c'est vrai. Mais de toute façon, là, on est entre on est sur le débat de on achète pour habiter ou on achète pour investir. Donc là aussi, j'imagine que le mindset n'est pas le même. Non, c'est sûr. C'est encore un peu différent. Mais dans tous les cas, la plupart des gens veulent plutôt commencer par se loger eux-mêmes avant de vouloir investir. Je dirais que quand on veut investir, c'est quand déjà on a une situation un peu convenable et qu'on a un peu d'argent, d'épargne de côté et qu'on se dit « Ok, maintenant, je veux faire fructifier un patrimoine ». Les gens qui la première nécessité de se loger, ils regardent pas forcément les choses de cette façon, je pense. Alors, allons sur cette histoire qui, sans faire débat sur la personne, puisqu'en plus, je l'ai reçue la semaine dernière et je l'apprécie beaucoup, mais allons sur ces petites erreurs aussi qu'on fait, enfin en tout cas qu'on fait, ou des erreurs collectives ou structurelles, conjoncturelles. Toi, tu as été un des clients de Thierry Vignal. Tu as eu... J'étais pas un de ses clients, j'étais l'un de ses premiers sales. Ah, carrément. C'est-à-dire que j'accompagnais des investisseurs, notamment... comme ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je le fais avec moi et un autre associé, et d'autres personnes dans nos équipes, hein, évidemment, mais je le faisais pour Mastéos. Donc, j'étais l'un des premiers sales recrutés de la boîte, hein, je devais être le 4 ou 5e. Un truc comme ça, ouais. Ok, ah ouais, donc t'as pas investi ? Non, moi, j'ai pas investi dans Mastéos non plus, mais j'ai beaucoup d'amis à moi qui ont mis des billes dans Mastéos. Ouais. Ok, donc avec l'histoire bien sûr qu'on connaît, qui malheureusement s'est mal terminée, surtout pour lui, parce que je l'ai encore eu la semaine dernière et il est encore très très endetté. Qu'est-ce que tu tires de cette expérience ? Les erreurs à pas faire. Eh bien, je dirais que ce qu'on constate quand même, c'est que le fait de faire de la recherche de biens, de la gestion de travaux, etc., c'est pas forcément une activité scalable, ou pas facilement scalable. Les concurrents de Mastéos, beaucoup n'ont pas fait faillite.
la volonté de Mastéo, c'était de croître vite et de prendre le marché européen. Mais le marché immobilier est tellement cyclique que en sortie de Covid, ça marchait très bien. Après, quand ça marche moins bien, c'est vachement plus compliqué. D'autant que quand les fonds attendent des résultats de vente ou autres qui ne sont pas là, juste liés à la conjoncture économique, c'est vrai que c'est pas forcément facile. De la même façon, c'est très compliqué de scaler une activité de travaux. Parce que les travaux, c'est quand même compliqué, il faut les faire, il faut les gérer, il faut être sur place. Donc même si tu as une équipe en interne, que tu recrutes une équipe en interne, tu as toujours énormément de chantiers. Et donc ça, c'est vrai que s'il y a bien une chose qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en effet, la chasse immobilière, donc le fait de trouver un client, de l'accompagner sur l'ensemble des éléments, fiscalité et autres, lui trouver un bien, faire les travaux et lui faire gérer le bien, c'est pas une activité qui est scalable facilement. Du moins, je pense que c'est très difficile. Et Mastéos n'a pas réussi à le faire. Peut-être qu'une autre arrivera aujourd'hui, mais je pense quand même que c'est très compliqué. Ok. Donc, qu'est-ce que toi, tu ne referais pas, justement? Je pense qu'il ne faudrait pas essayer de faire scaler ce type d'activité. C'est-à-dire qu'on peut essayer de croître, mais il faut croître doucement et en faisant vraiment attention à tout. C'est-à-dire que la partie transaction, donc la partie recherche de biens, soit bien maîtrisée, que la partie travaux soit également bien maîtrisée, donc on est des artisans, etc., des équipes avec qui on travaille, et également la partie gestion. Si une de ces 3 branches ne suit pas la croissance, au final, la boîte ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Et malheureusement pour Mastéos, comme tout allait très vite tout en même temps, c'était très compliqué de faire suivre l'équipe travaux avec l'équipe transaction, par exemple. Donc il y avait plein de transactions qui arrivaient, mais pas forcément la gestion des travaux. La gestion des travaux ne suit pas forcément. Donc, tu es resté 1 an chez eux, et puis du coup, au final, ça t'a quand même nourri la réflexion, ce qui t'a poussé à écrire un livre. Donc, une autobiographie, aussi des livres sur l'IMO, tu en as parlé tout à l'heure avec Daniel Vu. Excuse-moi de te dire ça, mais je peux me faire exactement la même réflexion, donc ne le prends pas comme une vanne. Moi, je fais de la musique, j'ai sorti 3 albums, personne ne m'attendait. J'ai envie de te dire... Est-ce que tu l'as beaucoup vendu, ton autobiographie? Pourquoi tu l'as fait d'ailleurs? La raison de pourquoi je l'ai faite, je pourrais malheureusement pas en parler. Ah, d'accord. Mais est-ce que je l'ai beaucoup vendu? Non. On a vendu plus de 1000 exemplaires au final de nos livres confondus. C'est pas mal quand même. Oui, ça va. Après, sachant qu'on vous a aussi... étiez à compte d'auteur ou à compte d'éditeur? Nous, on fait tout nous-mêmes. On Ouais, a aussi donc accompagné Avenue des investisseurs, leur Ouais. livre Investissez, comment investir votre épargne. Et là, pour le coup, on a dépassé les 10 000 ventes. Ok. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Est-ce que tu as eu l'impression d'être dans la pédagogie? Est-ce que tu as eu l'impression d'être dans le transfert justement de connaissances? Oui, c'est important pour nous, avec Daniel ou même avec Nicolas Decolin des investisseurs, de transmettre. Et le livre, c'est un excellent moyen de transmettre. Il faut qu'on structure notre pensée, qu'on structure ce qu'on veut donner à la personne qui lit, et on le pose à l'écrit et on le transmet. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, c'est devenu beaucoup plus simple, mais à l'époque où nous on a écrit, on a tout fait nous-mêmes, quoi. Et donc, Tu dis ça, mais il n'y a même pas 5 ans. Ouais. En tout cas, nous on n'a pas utilisé l'IA en tout cas, mais Ok. je sais même pas si on peut l'utiliser autant pour écrire. Non, peut-être pas autant, parce qu'il n'y avait pas l'IA quantique, ni générationnel. Mais en tout cas, toi, tu l'as fait dans un souci de transmission. Tu deviens ensuite DAF en 2023 à temps partagé. Et en 2024, tu te lances justement dans la structuration d'une activité de MDB. Tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît? Ouais. Donc, chasse IMO, activité IMO. En tout cas, ton dada, c'est l'IMO, quoi. C'est ça. Ouais. On a vraiment 2 grandes parties, c'est-à-dire que nous, on trouve des biens qu'on va rénover et qu'on va revendre. Donc, par exemple, on va acheter un immeuble, là, on a traité une mérule, on traite la mérule, on fait des travaux dans les appartements, on fait une mise en copropriété et on vend les appartements à la découpe. Ok. Ça, c'est ce qu'on fait souvent, nous, sur À des particuliers, hein, investisseurs particuliers. Tu fais pas de B2B, en fait? Non, je fais assez peu de B2B. Ok. Je pourrais, mais j'en fais pas forcément. Vu que tu vends des lots à l'unité, tu fais pas de logistique, par exemple. Tu fais pas des... Voilà. Non, ça je fais pas. Et c'est vrai qu'on accompagne aussi des investisseurs parce que parfois, on peut avoir des biens qui sont décotés. On va avoir un agent immobilier qui va nous amener un bien, par exemple, décoté à 20% au prix de marché, mais qui peut ne pas se prêter à une opération de marchand de biens. Pourquoi? Parce que l'immeuble est, par exemple, totalement loué. Donc un immeuble totalement loué, pour un marchand de biens, si l'immeuble est mal loué, il va avoir vachement de mal à faire son opération. Donc nous, là, à l'inverse, on peut positionner un investisseur sur ce type de projet. Donc c'est vrai qu'on a à la fois un pool d'investisseurs qu'on est prêt à mettre sur des projets,
ou alors nous, on est prêt à se positionner en tant que marchand de biens pour acheter, traiter les problèmes et revendre avec une plus-value. Ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ces différentes étapes? Parce que tu viens de décrire presque un schéma logique, un business model. C'est quoi qui est le plus dur? L'étape vraiment la plus importante, cruciale. Je dirais que l'étape cruciale, c'est l'estimation du bien et l'estimation de la valeur pour revendre le bien. Et Ok. c'est Pourquoi? marrant parce que les gens pensent que c'est facile d'estimer un bien. En fin de compte, c'est très difficile. Même si on va aller sur DVF pour voir les transactions passées ou sur le site d'impôt.gouv, en fin de compte, savoir la réelle valeur Il y d'un a bien, toujours un c'est très delta compliqué. pour moi. 10-20%. Et j'allais te dire C'est- 20%. Ouais. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que prenons un exemple très simple. Là, on a un appartement. T'as un appartement avec un balcon. L'autre, il a pas de balcon. Et ça, c'est une Voilà. plus-value, quoi. Voilà, C'est mais une valeur. du coup, tu sais pas trop. Il y a un ouais. appartement qui a une belle vue, l'autre qui a pas une belle vue. Il y a un appartement qui est plus près de la mer, l'autre un peu moins près de la mer. Et c'est puis, super ok, bon, compliqué. ça, je vais dire, ça correspond aux 10%. Mais les autres 10% de mes 20%, moi, c'est le cœur, l'émotion. Parce que oui. l'IMO, c'est de l'émotion. Et tu peux être possiblement capable de rajouter 10 000, 15 000 euros dans un bien parce que tu as un truc coup de cœur qui fait que tu chiales dès que tu rentres dedans. Ouais. Je sais de quoi je parle. Ou que tu n'as aucune émotion malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est impossible de le quantifier. Ouais, ça, c'est très compliqué, en effet. C'est surtout vrai pour la résidence principale, c'est un peu moins vrai pour du locatif. Bien parce que sûr. Quand on achète en locatif, On voit plutôt Voilà. le côté utile, Exactement, on voit Ouais. le côté utile et le côté chiffré. fonctionnel. Voilà, c'est ça. Alors que quand on va sur la résidence principale, c'est clair, ce côté coup de cœur, il est difficile à voir et on attend tous des choses différentes d'un bien. Notamment, on le voit beaucoup dans les biens de luxe, parce que dans les biens de luxe, s'il y a 2-3 petits trucs qui manquent, les gens n'achètent plus. Surtout quand c'est des prix très élevés. Dans les prix de luxe, dans les biens de luxe, on est peut-être sur des références de luxe. C'est-à-dire un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, on sait très bien presque la liste des choses obligatoires ou pas. Quoi, tu vois. Donc j'imagine aussi que sur les biens de luxe, ça doit être un petit peu pareil. C'est les prérequis obligatoires pour passer au Michelin ou pas. Quoi. Donc est-ce que les attentes ont évolué? Est-ce que tes clients évoluent dans leurs questions, dans leur comportement? Oui, c'est une excellente question. Oui, beaucoup. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avant l'investissement locatif, c'était juste de l'investissement. Aujourd'hui, l'investissement locatif, c'est quasiment professionnalisé. Et donc, les questions et les attentes des clients sont de plus en plus poussées et fortes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent comprendre ne serait-ce que leur fiscalité. Parce que ça paraît important, ça paraît être la base pour des CGP ou des gens Mais comme il y a moi. eu tout le débat sur le LMNP aussi, Voilà, tu vois, par exemple. le co-living. En fait, depuis 3-4 ans, avec les pouvoirs politiques, on a pris conscience que ça pouvait être à un moment donné une niche fiscale, que c'est plus possible. Donc les gens se renseignent maintenant. Exactement, c'est ça, les gens se renseignent. Ils se renseignent aussi sur les DPE, etc. Et donc aussi sur le financement, parce qu'ils ont compris que c'était quand même le nerf de la guerre, c'est-à-dire que le taux d'endettement, etc. Comment faire pour acheter beaucoup d'appartements ou pour dépasser son taux d'endettement, c'est des questions que les gens ont de plus en plus qu'ils n'avaient pas avant. Donc c'est vrai que là où avant les gens investissaient pour investir, ou facilement ils disaient juste j'achète mon appartement, là aujourd'hui il y a toutes les étapes avant. Donc la fiscalité, le DPE, le juridique, la gestion des travaux, etc. Et les gens se renseignent de plus en plus, en effet. Ouais. Donc en fait, tu es face à des clients beaucoup plus exigeants. Mhm. Ça t'oblige à quoi? Ça m'oblige à moi à être meilleur. Ouais. Ça m'oblige à améliorer Ouais. mes compétences, à aussi réussir à transmettre convenablement les informations qu'ils ont envie de connaître. Et aussi de structurer un peu. Nous, ce qu'on fait notamment, c'est qu'on prépare des vidéos ou on prépare du contenu un peu qu'on donne à tous nos investisseurs. Comme ça, les questions qu'ils ont sont quand même souvent un peu les mêmes. Donc c'est vrai que ça nous permet, nous, d'éviter de réexpliquer 50 fois la même chose. Parce qu'en fin de compte, la question de l'MNP, tout le monde a les mêmes questions. La question des travaux, tout le monde a les mêmes questions. Les DPE, c'est pareil. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 5 immeubles. Tu as accompagné à peu près 300 personnes. Avec mon associé. Moi, j'en ai accompagné entre 50 et 100, et lui, on a accompagné à près de 100. Ok, à vous deux, 300. Comment tu accèdes à des opérations fortement décotées? Il y a deux façons en fin de compte. La première, c'est simplement sur le bon coin. Sauf que là, il faut dénicher, il faut avoir l'œil pour trouver le bon produit. Et la seconde, Décoté pour toi, c'est qui est en dessous du prix de marché. Ouais, attends, laisse-moi justement, c'était ma question, c'est trouver l'annonce qui, selon toi, ton expertise de ce que tu vois, peut se vendre plus cher, c'est ça? Ou alors trouver l'annonce où le propriétaire qui a mis son bien en vente va
de façon native, spontanée, sous-évaluer le prix, ou en tout cas baisser le prix pour vendre plus vite. Ça peut être les deux. C'est les deux. Ouais, c'est les deux cas de figure en effet. Ok. Est-ce que tu as encore des investisseurs qui sont dans ce schéma-là? Moi, j'ai l'impression que comme le marché reprend, des propriétaires vendeurs, j'ai l'impression que tous les proprios là qui vendent, ils ont relevé leurs attentes. Mais leurs du coup, ils vendent attentes, pas. je sais pas. Mais du coup, ils vendent pas. Ouais, voilà. Exactement. Donc en même temps, quand il y a Parfois, des gens ça qui sont tient un à peu pas pressés- grand-chose quand même. Hein. Ah ouais, ça peut jouer à quelques milliers d'euros, ouais. Mais les gens qui mettent des prix trop élevés, qui sont pas prêts à baisser leur prix, bon, nous aussi en marchand, on se positionne souvent sans condition suspensive de financement. C'est-à-dire qu'on assure aux vendeurs que dans tous les cas, on va acheter. Et ça, souvent, en proposant ça aux vendeurs, on peut se permettre de faire une offre un petit peu plus basse. Donc toi, tu fais une offre à ces proprios et puis après, tu revends. C'est ça? Je fais une offre, je gère des problèmes ou des travaux et autres, et après je revends en effet. Ok. En moyenne, là-dessus, tu marges à combien? La moyenne pour un marchand, c'est 20% en règle générale. Après, ça dépend, c'est-à-dire que si l'opération est très simple, nous, on peut accepter de marger entre 15 et 20. Si l'opération est complexe, là, par exemple, l'immeuble avec une mérule, on va préférer prendre 30% parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Il y a des risques au niveau des assurances, etc. Et donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir un peu plus, aussi si l'opération est longue. Mais en moyenne, un marchand de biens marge entre 20 et 20% à peu près. Tu restes sur Paris ou tu t'étends? Ouais. Puisque je crois comprendre que tu es breton, non? C'est ça? Moi, je suis breton, c'est ça, mais on fait toutes nos opérations en Normandie. Waouh! Ouais. Ouais, alors c'est quand même un très beau. Je connais très bien le pays d'Auge. C'est un super terrain de chasse, quoi. Ouais, J'ai envie de te dire, la Normandie ne connaît pas la crise. Non, ça se passe plutôt bien. Il y a beaucoup d'acheteurs aussi. Les gens veulent acheter, que ce soit pour leur résidence principale ou même leur résidence secondaire. Hein. Il y a vraiment un marché pour tout. Il y a un marché parce qu'il y a une proximité, déjà. Il y a un marché parce qu'il y a une histoire, une singularité aussi. Hein. Et puis parce qu'il y a de l'argent, quoi, je veux dire. Ah oui. Donc, est-ce que tu as envie un petit peu d'étendre ton business? Tu n'as jamais pensé à voyager, aller à l'international? Je vois de plus en plus, notamment dans mon autre vie sur les plateaux télé, d'investisseurs qui s'expatrient dans les pays des Émirats aussi, à Dubaï, et qui offrent leur expertise justement. Est-ce que dans 5-10 ans, tu te vois comment? Alors, c'est pas impossible. C'est vrai que malheureusement, l'activité de marchand de biens est assez sectorisée. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même le réseau qui apporte les opérations, il faut quand même l'expertise et les artisans qui sont sur place. Donc c'est assez compliqué, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on traite nos opérations en Normandie. Si demain on devait aller en Ile-de-France, ce serait quand même vachement plus compliqué parce qu'on devrait refaire notre réseau. Donc à l'international, j'imagine même pas. Après pour investir, pourquoi pas, hein, mais c'est pas forcément là où je suis le plus à l'aise, là où c'est mon cœur de métier. Moi si demain tu me dis acheter un appartement à Dubaï, je connaîtrais pas forcément les codes, ni les prix au mètre carré, ni ce genre de choses. Donc je me sentirais pas forcément à l'aise. Ok. Tu as besoin de maîtriser le marché. Ouais. Il nous reste à peu près 3-4 minutes pour terminer. Pour toi, le plus important quand on veut investir dans un bien IMO, c'est de faire attention à quoi? Si tu avais 2-3 tips là vraiment à mettre en avant. Je dirais c'est quand même la fiscalité, l'endettement et quand même les travaux à faire. Notamment parce que sur la partie travaux, on peut voir un bien qui peut paraître en bon état comme ça, et on pense qu'il y a que, je sais pas, 5 ou 10 000 euros de travaux à faire juste pour donner un coup de propre. Mais en fin de compte, tout est un peu pourri derrière. Oui, mais là, normalement, je sais très bien de quoi je parle parce que moi, j'ai une maison comme ça où j'avais fait venir un expert et puis en fait, j'ai fait des tonnes de travaux après. Là, il y a aussi un problème de qualité, de benchmarker aussi le bon prestataire qui va venir te faire le bon diagnostic, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi les travaux dans le sens ce que tu engages, mais surtout ce que tu vérifies avant d'engager, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on peut vite être trompé par un bien qui paraît propre d'extérieur, mais qui en fait, une fois qu'on casse et autres, n'est pas du tout. Ouais. Et ça, c'est. Même moi, je l'ai fait de cette erreur. Enfin, un expert est censé quand même. Moi, pour l'avoir justement malheureusement connu, pour moi, il y a il y a une limite en fait. Tout ce qui est vraiment très voyant, comme tu dis, mais tout ce qui est infiltration, humidité. Ah oui, c'est hyper compliqué, quoi. Difficile, tu vois, les trucs vraiment avec des terrasses insolvables.
Surtout quand ça vient, par exemple, je sais pas, je prends un cas, maison mitoyenne et les voisins, et du coup, toi, tu recherches, tu te dis, ça vient forcément de ma terrasse à moi, de ma chambre, de ma salle de bain, et en fait, non, ça vient du voisin qui, lui, n'a jamais colmaté son mur qui fissure. C'est très compliqué, ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de manque d'élargissement quand il y a un diagnostic à faire avant achat, où on doit se cantonner qu'à une maison, et en fait, il faudrait peut-être qu'on regarde un peu aussi l'extérieur, les voisins, enfin, le voisinage, enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, bah après, on peut faire appel à des bureaux structurels, mais tout Ouais. de suite, ça a un coût. C'est ça le truc aussi, ça devient plusieurs milliers d'euros, ne serait-ce que pour faire l'expertise. Donc pour moi, dès qu'on a un doute, faut le faire. Mais si on n'a pas de doute, c'est vrai que c'est toujours un peu gênant de se dire je vais engager Mm, 4, mm. 5 000 euros en plus pour une expertise qui, ça se trouve, me servira pas à grand-chose. Mais je suis quand même d'accord avec toi, c'est vrai qu'il vaut mieux se sécuriser. Enfin, pour moi, c'est important de se sécuriser et il y a plein de petits trucs qu'on peut ne pas voir. Mais c'est aussi malheureusement ça l'immobilier. Il y a plein de petites choses qu'on verra pas quand on Ouais. visitera. Qu'on découvrira une Voilà, fois sur le tard. voilà, Moi, j'ai malheureusement. découvert, par exemple, j'avais pas de tout à l'égout, tu vois, dans ma Ah oui. maison. Donc, alors que le mec avait vécu 25 ans avant. Donc, il a fallu. Et pourtant, c'est un prérequis pour la vente. Bah oui, normalement, Donc, le il a- notaire a dû te le dire. Absolument. Mais tu vois, bon, bah voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, on l'a fait en catimini au moment d'acheter au dernier moment. Mais avec le prestataire que le propriétaire a voulu prendre parce que ça coûtait moins cher, tu vois. Mais voilà. Donc, c'est des trucs comme ça où, en fait, t'as raison. On s'en rend compte une fois qu'on a les pieds dedans, quoi. Et ça, c'est terrible. OK. Donc, ça, c'était un de tes 3 tips. Les 2 autres, c'était la fiscalité. Ouais, je pense que c'est très important de faire attention à ça, notamment quand on investit, parce que à une époque, les gens investissaient en nom propre, donc ils achetaient en nom propre, et quand tu achètes en nom propre sans le mettre en meublé, en gros, les revenus que tu touches, ça vient se rajouter à ton impôt sur le revenu, quoi, directement. Je caricature. Et donc, ce qui faisait que le cash flow derrière ça était très fortement négatif. Par exemple, quelqu'un qui a imposé à 45, avec une tranche marginale à 45%, bah pour le coup, lui, si ses revenus, les revenus locatifs viennent s'additionner à ça, plus les prélèvements sociaux, bah il est imposé sur quelque chose de vachement élevé. Donc, il faut vraiment faire attention à la fiscalité, du moins quand on investit. Quand on achète sa résidence principale, c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce sujet-là, d'autant qu'en plus on est exonéré sur la plus-value. Ok. Merci Léo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu auras retenu de cet épisode? Est-ce que je devrais réfléchir sur des choses? C'est la petite question là, que je pose cette année. Bah, c'est moi qui te remercie. Si je devais réfléchir... Comment est-ce que moi Qu'est-ce que, en sortant, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, tiens, c'est marrant ça, finalement, il faut peut-être en effet que je l'explique mieux, ou tiens, elle m'a fait réfléchir à ça, bah ouais, dans 5 ans, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de savoir à chaud là ce que tu as ressenti. Bah, c'est vrai que là, tu m'as parlé de l'international, et c'est une question que je me pose en ce moment, notamment parce que la fiscalité évolue et Bah, pas bien sûr. forcément dans le bon sens pour les entrepreneurs. Donc moi, c'est vraiment une question que je me pose, que je me posais pas il y a quelques années, que je me pose de plus en plus. Est-ce que je vais rester en France? Et c'est vrai que bah là, tu me l'as redit, quoi. Et je me pose vraiment la question. Là, ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si on veut te joindre, Léo, c'est Léo Nardecchia, Nardechia, LinkedIn, ou sur. T'as un site aussi, toi, par rapport à ta boîte? Non, j'ai pas de site. Ok. Enfin, j'ai un site pour mes livres, etc. Et je vais avoir un site pour la plateforme de formation qu'on développe. Mais j'ai pas de site, moi, sur mon activité. Ça, c'est ton actu, hein? Plateforme de formation. Ouais. Ok, formation sur quoi? Ça va être sur tout ce qui touche au domaine financier, l'investissement locatif, l'investissement en bourse, les ETF, les levées de fonds, l'investissement en start-up. Voilà, on va traiter plein de thématiques différentes pour assez peu cher pour que, bah, justement, dans cette idée de transmission d'informations, un petit peu comme on l'a fait avec les livres, mais cette fois avec les vidéos. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode de Léo, n'hésitez pas à le liker, à le partager et bien sûr, comme d'hab, abonnez-vous. Ciao, ciao. Salut.